Guten Tag, dzień dobry et bonjour. Je vous salue chaleureusement notre manifestation en ligne dédiée au 30e anniversaire du Triangle de Weimar. Je suis très heureux que nous ayons à cette occasion trouvé des experts de renommée pour participer. Et ceci de l'Allemagne, de la France et de la Pologne. En même temps, des scientifiques ainsi que des acteurs engagés de la région Grand Est et de la Sarre vont prendre la parole. Dans notre région frontalière, il y a toujours eu des relations très étroites avec la Pologne. Ceci commence avec l'histoire de la ville française de Nancy, qui a été étroitement liée au roi Stanislas, et ça se poursuit avec la migration polonaise dans l'industrie minière de la Lorraine et de la Sarre, et ça va jusqu'au fait que le père fondateur polonais du Triangle de Weimar, l'ancien ministre des Affaires européennes, Kubaszewski, a passé un séjour de recherche à l'université de la Sarre dans les années 70. Mesdames et messieurs, en 2009, la Sarre a signé un traité d'amitié avec l'ambassade polonaise de Podkarpacie. C'est donc une amitié entre la Sarre et la Pologne qui est depuis ce moment vécue par beaucoup d'acteurs de l'économie, des sciences politiques, mais surtout de la société civile. Grâce à notre stratégie France, nous reflétons donc le triangle de Weimar sur le plan régional. Nous sommes très heureux de cette amitié entre la Sarre et la Pologne et nous souhaitons renforcer et élargir le dialogue et la coopération avec la Pologne, surtout à un moment où la coopération avec la Pologne est de temps en temps difficile. L'objectif primaire du Triangle de Weimar était d'avancer l'intégration de la Pologne dans l'Europe. Avec l'adhésion à l'Union européenne, la Pologne s'est non seulement joint à une union monétaire, mais également une communauté de valeurs et de convictions démocratiques. Nous devons continuer de nous rappeler cela. Dans ma fonction de président de la conférence des ministres allemands chargés des affaires européennes, j'avais toujours souligné par rapport au gouvernement polonais que l'indépendance de la justice et le bon traitement des minorités doit toujours correspondre à ces normes européennes. En tant que ministre des Affaires européennes du Land-de-Sarre, je me suis également adressée à un interlocuteur au sein de l'ambassade de Podkarpacie en soulignant que nous ne pouvons pas accepter certaines choses, mais que nous voulons en même temps continuer le dialogue. On m'a confirmé qu'on souhaite poursuivre un dialogue constructif des opinions. Ceci me rend optimiste. Et dans ce contexte, le format du Triangle de Weimar est très important. Parce qu'il s'agit non seulement des échelons nationaux de la grande politique, il est également important que les gens sont intégrés dans ce processus pour qu'ils puissent vivre ce processus. Et les liaisons culturelles de notre région peuvent faire une contribution importante et nous souhaitons donc dédier notre manifestation en ligne à cette thématique. Je vais maintenant donner la parole à M. Gunnar Hille, directeur du Centre de compétences Pologne, et j'attends avec impatience ce qui sera dit lors de cette manifestation. Je vous remercie chaleureusement, Monsieur le ministre Peter Strobel, pour ce message adressé à nous. Et je remercie également chaleureusement son équipe du ministère des Affaires européennes et des Finances du Land-de-Sarre, qui est aujourd'hui notre hôte pour la manifestation dédiée à la thématique du Triangle de Weimar. J'aimerais surtout remercier Monsieur le Dr Teves et Madame Treder qui, depuis des mois, ont préparé cette manifestation et qui nous accompagnent de manière numérique aujourd'hui et qui sont notre hôte. Je m'appelle Gunnar Hille, j'ai travaillé en tant qu'interprète pour le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne. J'avais l'honneur de coopérer avec M. Genscher, par exemple, dans les années 80, c'est-à-dire avant le Triangle de Weimar, et j'ai également pu participer à la signature de la charte de l'OSCE à Paris.
Donc, le moment phare de cette nouvelle ère est seulement un peu plus tard, à l'anniversaire de Goethe, en août, le triangle de Weimar a été fondé à Weimar. Et vous savez tous ce dont il s'agit. Le triangle de Weimar est un groupement plutôt informel de l'Allemagne, de la France et de la Pologne. Après le tournant historique, l'objectif était de trouver avec la Pologne un partenaire fort donc pour l'Europe. La Pologne s'avait libérée, vous le savez tous, c'était le premier pays à être capable de se libérer du joug du socialisme. Et le triangle de Weimar avait également la fonction, donc si je le vois correctement, je pars sous votre contrôle, d'approcher la Pologne des institutions européennes. Donc non seulement les institutions européennes, mais également l'OTAN. Donc en 1999, la Pologne s'est également joint à l'OTAN et en 2004, la Pologne est atterrée à l'Union européenne. Après cela, donc en ce qui concerne le travail du triangle de Weimar, il y avait des choses qui ont eu lieu, mais le triangle de Weimar a perdu donc d'importance dans la conscience des gens. Mais surtout à une ère tourmentée de vent de vue politique, il est un instrument important qu'on devrait utiliser, qu'on peut utiliser pour créer des choses donc visionnaires pour l'avenir. Nous souhaitons dans ce table ronde d'aujourd'hui, surtout traiter trois questions. Donc, ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le rôle du triangle de Weimar dans le passé, mais également à l'avenir. Nous souhaitons regarder des traces polonaises en Sarre, si c'est possible, et nous souhaitons donc parler de la coopération des sociétés civiles dans le cadre du triangle de Weimar, et nous voulons également parler du fait comment des capacités linguistiques puissent aider à améliorer la compréhension dans le cadre du triangle de Weimar, mais également sur un plan supérieur. Je suis un des cofondateurs du Centre de compétences et de coordination pour le polonais, et nous essayons donc sur les différents échelons et grâce à différents canaux de renforcer le polonais en Allemagne, et c'est pourquoi je vais maintenant présenter donc une courte présentation en polonais pour nos partenaires polonais. Dyskusja Dyskusja została zainicjowana przez Ministerstwo Europy i Finansów kraju Sary i mam przyjemność prowadzić naszą rozmowę. Wezmą w niej udział eksperci z Niemiec, Polski i Francji oraz przedstawiciele świata polityki i społeczeństwa obywatelskiego kraju Sary. Bonjour messieurs, dames, en français, si vous permettez, encore une fois, soyez les bienvenus à l'occasion de notre réunion, de notre discussion sur l'histoire du triangle de Weimar, et même plus, pas seulement l'histoire, mais l'avenir de ce triangle. Et je pensais que nous en tirerons bien du profit. Donc nous avons comme base de cette discussion, donc ou de cette rencontre, nous avons enregistré des contributions
de connaisseurs, des experts du triangle de Weimar, mais également de la politique allemande, française et polonaise. Et nous souhaitons commencer avec un message de monsieur le professeur Dr Dieter Bingen, qui était pendant des années le directeur de l'Institut polonaise à Darmstadt et qui est un vrai expert de la Pologne et qui va nous présenter la perspective allemande par rapport au triangle de Weimar. La création du triangle de Weimar en août 1971 était une initiative de trois hommes politiques, de trois gouvernements, de l'Allemagne, de la France et de la Pologne, après la fin de la guerre froide et la séparation des systèmes en Europe. C'était l'essai de avoir une initiative non institutionnalisée destinée à créer de la confiance entre les trois pays importants en Europe. Et ceci également en vue d'un nouveau développement qui devrait concerner l'Europe entière. Il s'agissait de créer de la confiance entre l'Allemagne et la France. Et il y avait une histoire très longue, déjà depuis les années 50, mais entre l'Allemagne et la Pologne. Donc, ceci devrait être créé donc, de nouveau. En même temps, on a remarqué qu'on a des intérêts conjoints. L'intérêt le plus important des trois pays, donc de manière différente, était l'intégration de la Pologne dans les instruments d'intégration européenne, notamment l'Union européenne et l'adhésion de la Pologne à l'OTAN. En 1999, la Pologne est devenue membre de l'OTAN. Ceci était surtout possible grâce donc aux États-Unis, mais accompagné par les Européens, donc les Allemands un peu plus que les Français. Et en 2004, la Pologne est devenue membre avec d'autres pays donc de l'Europe, donc de l'Est, de l'Union européenne. Donc on pourrait donc dire mission accomplished. Le triangle de Weimar avait-il encore un avenir politique? C'était la question qu'il fallait se poser en ce moment. Il faut également remarquer qu'après 2004, il n'avait pas de nouvel agenda. On a donc renoncé donc à un leadership donc politique donc de ces trois pays. On a vraiment renoncé, on peut le dire. Il n'y avait pas de grandes initiatives. Et le triangle de Weimar, en tant que rencontre non institutionnalisée du plus haut niveau politique, mais également d'autres ministres n'avaient pas trouvé un nouvel élan. Ce n'était qu'une fois, donc en février 2014, quand les trois ministres des Affaires étrangères se sont rendus à Kiev, donc au moment des conflits intérieurs en Ukraine. Et ceci a vraiment aidé. Mais après cela, il n'y avait plus d'autres initiatives. Donc ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agenda. Elle est donc par contre donc très actuelle, notamment donc au moment donc actuel où les États membres de l'Union européenne doivent se rapprocher à nouveau pour définir leurs intérêts communs. Il y a beaucoup d'enjeux
Mais ce qui était au début, donc la confiance, n'existe que de manière rudimentaire à l'heure actuelle parce qu'il y a des évolutions donc compliquées, donc de manière différente dans les trois États membres. En Pologne, c'est la crise de la séparation des pouvoirs qui est encore très actuelle. Et en France et en Allemagne, il y a des conflits donc sociétaux donc et politiques qui mettent en danger donc la cohésion de la société. Donc de recréer la confiance, c'est difficile et je pense que la confiance de base donc est quelque chose de visionnaire parce que les élites politiques pensent de manière différente, donc d'un côté en Pologne et d'autre côté en France et en Allemagne. Donc je parle des élites politiques qui sont au gouvernement et je pense que les bases donc n'existent donc pas et il y a 30 ans donc également les choses étaient fortement influencées par les personnalités des hommes politiques. Les anciens ministres des Affaires étrangères ont reconnu l'importance et la plus-value de la coopération donc trinationale. Mais ceci n'est pas le cas aujourd'hui donc en Pologne où d'autres initiatives multilatérales sont peut-être plus importantes. Et en Allemagne et en France, pour des raisons différentes, la plus-value politique du triangle de Weimar, donc à l'exception de simples discours, n'est pas vue. La, euh, les réussites les plus importantes et les échanges d'opinion les plus importantes au sens d'une certaine symétrie des trois pays peuvent donc, selon mes expériences et selon ce que j'ai entendu sur le plan local et régional, être créés parce que il y a des expériences et des idées de démocratie et de société ouverte et libérale comparables. Donc, dans les villes allemandes, polonaises et françaises, il y a des expériences comparables et ceci est une base sur laquelle on peut coopérer. Et ceci surtout dans le domaine de la coopération transfrontalière. Les expériences que nous faisons depuis 50 ans en ce qui concerne la coopération entre l'Allemagne et la France devraient et pourraient quelque chose qu'on communique à la frontière germano-polonaise et qu'on compare avec la coopération germano-polonaise. Donc, de parler des expériences, de les comparer et ceci toujours de manière bilatérale. Donc pour faire avancer les choses, je pense que celui-ci va créer des réussites pour la population concernée. Parce que la grande politique semble être très loin, mais donc de manière trilatérale, donc la coopération donc, sur le plan donc, régional peut être très intéressante et créer des sentiments d'optimisme. Et je pense que ceci est le plus important dans le domaine trinational. Merci beaucoup, monsieur le professeur Dr. Dieter Bingen, pour votre présentation de la perspective allemande qui est très intéressant parce que vous avez dit que vous pensez que le niveau de la société civile est le mieux adapté donc à relancer le triangle de Weimar. Nous allons maintenant entendre la contribution de Madame le docteur Wada Agnieszka, qui est la directrice adjointe de l'Institut
polonais en Allemagne depuis 18 mois. Avant cela, elle a travaillé à l'Institut en Varsovie, c'est-à-dire elle a fait des sondages par rapport à l'opinion des Polonais concernant les Allemands et vice-versa. Et elle va maintenant présenter la perspective polonaise du triangle de Weimar. Le triangle de Weimar est un format très important. C'est un format sous-estimé, mais certainement un format qui a un grand potentiel. Donc, il est évident que l'importance de ce format a changé les années dernières. Au moment de la création du triangle de Weimar, la coopération avec l'Allemagne et la France était très importante pour la Pologne. On pourrait dire qu'elle a joué un rôle clé. On vu du souhait de la Pologne de s'intégrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN et la possibilité de participer à un tel format, un format de contact avec l'Allemagne et la France, la possibilité d'avoir des rencontres, des entretiens réguliers et un accompagnement régulier de la Pologne par l'Allemagne et la France, a donc facilité le chemin de la Pologne dans les communautés européennes déjà mentionnées. Il faut également savoir que la France avait moins d'intérêt à cette coopération que la France. L'Allemagne était toujours partenaire étroite de la Pologne. Et grâce à cela, la Pologne a également pu gagner la France pour la coopération au sein du triangle de Weimar. Et ceci était également une possibilité pour l'Allemagne d'influencer la France. Après l'adhésion de la Pologne à l'OTAN et à l'Union européenne, le poids des relations trinationales restait importante. Mais la situation avait changé. On a remarqué cela en Pologne et il faut dire que on n'a pas vraiment pu trouver une nouvelle formule pour la coopération trinationale. Et on ne savait pas forcément comment utiliser cette initiative. Il y avait un manque d'idées et l'intérêt de la France était encore moins fort que celui de l'Allemagne au sein des relations trilatérales. Et il faut en même temps dire qu'il s'agit de 3 pays très différents qui coopèrent. Et des facteurs liés à l'organisation dont nous n'avons peut-être pas conscience jouent un rôle important. Un facteur qui rend la coopération plus difficile est par exemple que sur le plan le plus haut, donc au niveau des président, nous avons 3 fonctions très différentes. En France, le président est très fort et peut beaucoup influencer la politique et il prend toutes les décisions. En Allemagne, le président a plutôt un rôle de représentation. Il ne peut pas faire grand-chose. Le président polonais se trouve entre ces 2 points. Et il est difficile de trouver des projets et des initiatives dans le cadre desquelles ces 3 personnes peuvent, sur un pied d'égalité, dire oui, on va faire cela. On peut postuler beaucoup de choses, mais il n'y a pas de mise en œuvre et ceci rend les choses très difficiles. Mais il faut non seulement limiter le triangle de Weimar au président ou aux sphères politiques des gouvernements et des ministres qui devraient coopérer de plus en plus. Et la question du savoir non suffisamment utilisé du triangle de Weimar est très importante en Pologne. Mais j'aimerais en même temps souligner les aspects en dehors de la sphère politico-diplomatique. N'oublions pas que les 3 pays, ceci veut également dire les populations, les gens qui habitent dans ces 3 pays. Et c'est sur ce plan que le triangle de Weimar pourrait encore être mieux utilisé. Il s'agit de faire en sorte que ces 3 sociétés se comprennent mieux et plus de contacts. Et beaucoup d'acteurs sociaux remarquent que ce potentiel n'est pas suffisamment utilisé.
Ceci, premièrement, pour la raison suivante, et c'est la vision polonaise des choses, parce que l'intérêt des Français n'est pas assez grand. Il n'y a pas d'initiative française très forte. Un autre point qui semble être un point très simple, mais qui est quand même très important, est le manque de financement. Il y a beaucoup d'initiatives couronnées de succès s'il y a assez de moyens financiers. Donc des moyens financiers de fondation, par exemple. Mais dans les relations trinationales, ceci n'existe pas. On peut intégrer le partenaire français dans la relation entre l'Allemagne et la Pologne, mais ça devrait être mieux géré. C'est surtout les organisations non gouvernementales qui ont dit nous pouvons organiser cela, nous avons les moyens. Et il y a également la motivation de trouver des partenaires comparables en Allemagne et en France. Nous avons donc encore un potentiel que nous pourrions utiliser. Je pense qu'après 30 ans, on pourrait réfléchir pour savoir comment on peut améliorer la coopération sur le plan régional et trouver des moyens supplémentaires. On pourrait donc dire, en résumé, que le triangle de Weimar existe et représente une très grande opportunité. Et ceci surtout parce qu'on a toujours dit que si l'Allemagne, la France et la Pologne sont d'accord sur le plan européen, d'autres pays vont suivre. Nous avons souvent des visions des choses très différentes dans les trois pays. Mais si nous sommes capables d'atteindre des compromis, donc au sein de ce triangle, d'autres pays vont suivre. Et les défis actuels au sein de l'Union européenne vont certainement faire en sorte que ces trois pays peuvent être un moteur pour la compréhension. Et je souhaite que ceci sera le cas dans les années à venir, que le triangle de Weimar sera un format d'échange d'opinions, d'entretien, donc de la présentation d'idées et d'opinions et des approches par rapport à beaucoup de domaines de la politique urbaine et de la recherche de solutions conjointes et une façon donc de gérer conjointement l'avenir de l'Union européenne. Je pense que ceci est une responsabilité que les trois pays pourraient assumer. Il y a un certain manque d'énergie, mais j'espère quand même que ce format pourra réussir dans l'avenir. Oui, merci beaucoup à Agnieszka Wada-Konefal. Elle a mentionné une série de nouveaux aspects dans notre discussion ou dans nos réflexions. Donc, comment peut-on gagner des moyens supplémentaires? Comment peut-on modifier la coopération selon le principe de subsidiarité? Elle a représenté le triangle de Weimar en tant que format d'entretien et d'échange d'opinions. C'est une vision polonaise très intéressante et le prochain interlocuteur sera monsieur le professeur Paul Maurice de l'Institut français des relations internationales qui va parler du triangle de Weimar en tant que modèle d'avenir géopolitique d'un point de vue français. J'attire votre attention sur le fait qu'il travaille également pour le château de Genshagen près de Berlin où la coopération trinationale entre l'Allemagne, la France et la Pologne est vraiment vécue et il vient de publier un article sur le triangle de Weimar et nous attendons maintenant avec impatience sa contribution concernant le triangle d'une perspective française. L'actualité récente a montré que le triangle de Weimar restait un enjeu important pour la construction européenne. Tout d'abord, la décision de la tribunal constitutionnel polonais a montré que la question du droit en Europe était importante. De plus, le document préparatoire pour les négociations de coalition en Allemagne a fait référence explicitement au triangle de Weimar. Alors, le triangle de Weimar, il y a 30 ans, son bien fondé était
évident et incontestable. Et il a rempli sa mission première, c'est-à-dire de permettre à la Pologne de réintégrer les structures politiques européennes. Toutefois, au cours de ces 30 années d'existence, le triangle n'a joué aucun rôle dans les programmes de politique étrangère de la Pologne, de la France ou de l'Allemagne. Il n'a été qu'une structure symbolique, au mieux éphémère, sans effet véritablement tangible, même s'il a marqué durablement les experts en politique étrangère. Pour reprendre le mot de Roland Dumas, c'est une sorte d'ovni politique qu'il est difficile de définir, d'autant plus dans les difficultés actuelles. Alors, au cours de ces 30 années d'existence, il a su s'adapter et organiser des sommets en fonction des besoins. Et les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés aujourd'hui plus d'une vingtaine de fois, mais principalement dans les années 1990 et 2000. Et les chefs d'État et de gouvernement seulement 9 fois, pardon, et leur dernière réunion remonte à 2013. Donc les programmes ad hoc ont montré leur utilité, notamment on peut prendre l'initiative prise en 2014 par les 3 ministres des Affaires étrangères pour parvenir à une entente entre les manifestants de Maïdan et le président ukrainien. Mais la plupart des réunions ministérielles ont un but purement déclaratif. La dernière rencontre en octobre 2020, en octobre dernier, il y a un an, a cependant laissé relancer les spéculations sur un éventuel renforcement de cette structure. La réunion qui a eu lieu en octobre 2020 a permis de dépasser certaines divergences sur l'autonomie stratégique européenne et l'engagement atlantique, ce qui est un symbole fort hein, pour Paris. La déclaration conjointe qui a été faite par les 3 ministres des Affaires étrangères, Le Drian, Mas et Rao, a montré que finalement le format Weimar reste un format de rapprochement pour toutes les questions géopolitiques qui occupent l'Union européenne. Et on a eu des références à la situation géopolitique actuelle, comme la situation au Bélarus, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ou la persistance du conflit en Ukraine. Mais la question, il y a des questions qui restent des questions qui opposent les 3 pays, par exemple la question de l'été 2020 de l'intervention turque en Méditerranée orientale, ou bien des relations entre l'Union européenne et la Chine, et bien entendu la question du lien à l'OTAN. Alors, la France avait tenté un rapprochement bilatéral avec Varsovie pour relancer le format Weimar. Par exemple, en février 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, avait souligné les convergences franco-polonaises pour une souveraineté européenne en matière militaire, économique, climatique et stratégique. C'était dans un contexte de post-Brexit, une volonté de rapprocher la Pologne, et aussi pour la Pologne, de se rapprocher d'autres partenaires au niveau européen. Néanmoins, la question qui subsiste, c'est la question de l'intégration de la Pologne dans les structures européennes et de la volonté de la Pologne de le faire dans le cadre de ce triangle franco-germano-polonais. Dans le domaine de la défense, la France, l'Allemagne et la Pologne peuvent élaborer et définir le triangle de Weimar comme une plateforme d'élaboration de politiques communes sur les questions importantes de politique européenne, par exemple la politique étrangère et de sécurité commune. Néanmoins, dans les questions sécuritaires, il faut vraiment prendre en compte le fait que, du point de vue de Varsovie, et c'est ce que Paris et Berlin doivent vraiment comprendre, du point de vue de Varsovie, l'OTAN et la coopération bilatérale avec les États-Unis restent le point central. C'est-à-dire que l'on sait que les États-Unis vont défendre la Pologne face à la Russie qui est perçue en Pologne comme un véritable danger, comme une véritable menace. Et la menace est appréhendée différemment, bien entendu, en Allemagne et en France vis-à-vis de la Russie. Et ça avait conduit à certaines difficultés, puisque le PiS au pouvoir avait renforcé ses liens avec le président américain Donald Trump, alors que la France et l'Allemagne étaient dans une situation un peu difficile avec lui. La situation s'est un petit peu inversée avec l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Donc,
si on doit prendre en compte les questions qui occupent les Polonais en termes de menaces sécuritaires avec la Russie, il faut aussi qu'en Pologne, on prenne en compte le fait que pour la France, la principale menace vient du terrorisme islamiste et des conflits qui se trouvent au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et notamment au Sahel. Donc il faut que les trois pays se parlent pour pouvoir comprendre les tensions qui ont conduit à ces éloignements au sein du triangle de Weimar. Donc, il s'agit de compréhension mutuelle, mais aussi de compromis. Il ne faut pas, et c'est le point de vue allemand sur la question, qui peut être un point de vue intermédiaire, il ne faut pas abandonner, si j'ose dire, la Pologne, et elle doit toujours être raccrochée. Et dans la situation actuelle, l'Union européenne a besoin d'un moteur élargi à la Pologne, et la Pologne constitue un partenaire naturel pour la France et l'Allemagne en Europe centrale. La faiblesse actuelle du triangle de Weimar réside pourtant, cependant, dans différents degrés d'engagement des trois partenaires dans cette forme de coopération. Et peut-être que la présidence française de l'Union européenne qui va s'ouvrir au 1er janvier prochain sera l'occasion d'essayer de relancer ce format qui est un format important pour la construction européenne. Oui, Monsieur Maurice, je vous remercie donc de votre analyse et surtout de votre dernière phrase qui était très optimiste, quand vous avez dit que vous pensez que l'intérêt dans les trois pays par rapport à une coopération comme celle dans le cadre du Triangle de Weimar était en train d'augmenter. Mais il y a certainement encore des choses à faire dans ce domaine. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué que nous avons d'abord regardé le niveau national et nous allons maintenant, en commençant par la prochaine présentation, regarder le niveau régional, mais dans un contexte national. Et après cela, nous allons regarder le niveau donc régional et des Länder. Et dans la discussion finale, nous allons tirer un résumé de cette évaluation donc en 3 étapes par rapport au triangle de Weimar. Je suis très heureux que Monsieur le Dr Stanisław Fischer de l'Institut polonais à l'Université de Lorraine soit parmi nous aujourd'hui. Monsieur le Dr Fischer va parler donc des racines donc polonaises à Nancy et va présenter des activités donc polonaises dans sa région. Pour commencer, je tiens à remercier de m'avoir invité à cette émission consacrée au 30e anniversaire du Triangle de Weimar. Je m'appelle Stanisław Fischer. Je suis responsable de la section de polonais et de tchèque à l'Université de Lorraine, où j'enseigne la civilisation et la langue polonaise. Historiquement, le lien entre Nancy et la Pologne date du XVIIIe siècle. En 1737, le roi de Pologne déchu, Stanislas Leszczyński, a reçu à titre viager les duchés de Lorraine et de Bar à l'issue de la guerre de succession de Pologne. Le roi a transformé Nancy en y faisant construire une imposante place royale, devenue en 1831 place Stanislas, ainsi que d'autres ensembles architecturaux dans le style rococo. Soucieux du rayonnement culturel de Nancy à l'époque des Lumières, Leszczyński, l'ami de Voltaire et d'autres philosophes, a aussi créé une bibliothèque royale, à présent municipale, et une académie qui a vite pris le nom de l'Académie Stanislas. Le roi, dit bienfaisant, a érigé plusieurs écoles, hôpitaux et institutions d'aide aux plus démunis. Aujourd'hui encore, on se souvient du roi polonais. Des dizaines de restaurants, bars, hôtels et commerces en tout genre portent son nom. Des bus et des tramways nancéens arborent l'acronyme STAN.
De leur côté, les acteurs politiques, culturels et économiques entretiennent l'amitié avec la Pologne, en particulier avec Lublin, dont Nancy est une ville jumelée à partir de 1988. Ces liens étroits résultent également de la présence relativement importante d'une communauté polonaise en Lorraine. On estime qu'environ 10 000 personnes d'origine polonaise sont venues en vagues d'émigration successives dans l'agglomération nancéenne. Il existe une dizaine d'associations polonaises qui organisent plus ou moins régulièrement des manifestations d'ordre culturel. À l'initiative de la mairie de Nancy, qui veille à entretenir l'héritage historique en question, 2 sommets du triangle de Weimar entre les présidents allemands, français et polonais se sont tenus à Nancy. Les premiers en 1999, le deuxième en 2005, au lendemain de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Pour développer les relations économiques et les échanges scientifiques et culturels entre Nancy et Lublin, le 14 novembre 2014, le consulat honoraire de Pologne a ouvert ses portes non loin du campus Lettres et Sciences humaines de l'Université de Lorraine. Il est à rappeler qu'en 1961, une chaire de polonais, aujourd'hui malheureusement disparue, a été créée à l'ancienne Université Nancy II, si bien que la section des Polonais a célébré son 50e anniversaire en 2011 lors d'une annuelle semaine des cultures polonaises et centre-européennes organisée par une association estudiantine. En ce qui concerne les échanges universitaires, les différents campus, dont les centres universitaires européens, accueillent chaque année une cinquantaine d'étudiants et d'enseignants polonais. Beaucoup y viennent grâce au programme d'échange Erasmus. Il s'agit en particulier des étudiants de l'université Marie Curie Skłodowska de Lublin. Les échanges scientifiques se développent également dans le cadre du projet de l'Université de la Grande Région. Ainsi, en avril 2013, le représentant du Centre de recherche sur la culture et littérature européenne, Cercle, rattaché à la section de polonais et de russe à Nancy, ont été invités à l'Université de la Sarre. Cette réunion portait sur la possibilité de coopération entre les slavistiques des 2 universités concernées. La réunion a débouché sur la participation du professeur Roland Marty, à l'époque dirigeant la slavistique de l'Université de la Sarre, à 2 colloques internationaux organisés par les cercles à Nancy en 2013 et en 2016. Nous espérons d'ailleurs que cette coopération se poursuivra les années à venir. Pour terminer, on peut constater que malgré un certain déclin de la présence polonaise en Nancy et en Lorraine, cette communauté reste active aussi bien dans les domaines culturels, économiques que scientifiques, tout en cherchant à tisser des liens avec d'autres pays européens. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Fischer, pour cette présentation très intéressante. Donc, Monsieur Stanisław Fischer de l'Université de Nancy, de l'Université de Lorraine, lui-même, donc, il incarne de manière idéale cette unité franco-allemande et il est bien d'entendre que son institut est très actif dans le domaine de la langue polonaise et que les rencontres donc, de ce groupe trinational à Saarbrück
et à Nancy sont l'occasion donc de faire avancer les choses. Et bien sûr, la coopération entre le voisinage entre la Sarre, la région Grand Est est certainement un atout et un partenariat trinational devrait donc être possible. Je salue maintenant Monsieur le professeur Dr Roland Marty. Je pense qu'il n'est pas nécessaire donc de le présenter. Vous le connaissez tous. Il est expert et il a travaillé pendant des années à l'université de la Sarre où il a fait avancer beaucoup de choses et il est encore très actif à l'heure actuelle. Par exemple, au sein de comité scientifique du Centre de compétences du polonais. Et il va maintenant parler de l'importance des langues. Donc, le titre est La migration polonaise en Lorraine et en Sarre, l'importance des langues. Et nous attendons avec impatience votre contribution, Monsieur Marty. Et ce sera maintenant une présentation en direct qui n'a pas été enregistrée en avant. Donc merci beaucoup. Donc comme c'est une présentation donc en direct, il y aura peut-être donc certains petits problèmes, mais ce ne sera pas grave. J'ai choisi le titre Le triangle de Weimar dont l'espace Sarre-Lux, mais ceci concerne non seulement la Sarre, mais également cette grande région. Il y avait beaucoup de relations entre trois partenaires. Donc, mon collègue, M. Fischer, a déjà parlé de Stanisław Leszczyński, qui était non seulement roi en Pologne et duc à Nancy, mais qui a également vécu en exil à Zweibrücken. À l'origine, j'avais prévu de parler des choses germano-polonaises ou polonaises dans la région Sarre-Lux, mais ceci serait un sujet trop vaste. C'est pourquoi j'ai décidé de vous donner un exemple qui montre de manière très claire les liens dans notre espace et je fais référence à un article de Émile Yax. Afin de comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder l'histoire du XXe siècle et également l'histoire du XIXe siècle, c'est-à-dire l'industrialisation de l'Allemagne qui était très forte dans la région de la Ruhr et qui n'était possible que parce que beaucoup de travailleurs se sont rendus dans cette région. Parmi ces personnes, il y avait beaucoup de Polonais, c'est-à-dire des employés de langue française, mais ils ne venaient pas de l'étranger. C'était une migration dite intérieure parce que la Pologne faisait à l'époque encore partie de l'Empire allemand. Et cette main-d'œuvre a développé une vie culturelle polonaise très active dans la région de la Ruhr. Et on disait même que les vrais Polonais, c'était celui-ci qui habitait dans la région de la Ruhr. Ceci a fortement changé après la Première Guerre mondiale. La population polonaise dans la région de la Ruhr avait maintenant deux possibilités, soit de devenir allemand et de rester. Donc un exemple est par exemple le commissaire du Tatort que vous connaissez tous avec son nom polonais Szymanski. Deuxième possibilité, donc devenir polonais et quitter la région de la Ruhr. Donc, et s'ils ont choisi la deuxième possibilité, ils avaient à nouveau deux possibilités. Soit de se rendre en Pologne, ce qui était pas très sûr parce que l'État était encore en train de se consolider et on ne savait pas à quoi il faudrait s'attendre sur le plan économique. Ou deuxième
possibilité de se rendre en France. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait besoin de main-d'œuvre. Et il y avait déjà en 1919 une convention franco-polonaise concernant le fait que de la main-d'œuvre polonaise s'est rendue en France. Cette main-d'œuvre a surtout travaillé dans le nord de la France, le Nord-Pas-de-Calais par exemple, mais les conditions de travail étaient très difficiles. Et comme ces Polonais parlaient le polonais et l'allemand, on les a souvent appelés les Boches. Donc, je vous présente quelque chose pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. J'aimerais vous présenter l'exemple suivant. Pour que vous puissiez mieux comprendre cela, je vous présente un arbre généalogique des personnes dont je vais parler. Vous trouvez donc également les sources bibliographiques si vous souhaitez donc chercher le texte entier. Donc la personne dont il s'agit s'appelle Władysław Zajat. Il est né à Prosanka en 1903. Donc dans la région qui s'appelait en ce moment Autriche-Hongrie et qui meurt donc à Kreuzwald. Il est donc après la Première Guerre mondiale, il s'est rendu en France et s'est installé en Lorraine qui faisait à nouveau partie de la France. Ici, il a marié une Polonaise qui s'appelait Róża Staskiewicz en 1929. Vous la voyez également dans l'arbre généalogique. Et cette femme est également meurt à Kreuzwald. Ce qui est maintenant intéressant, c'est son histoire de vie. L'histoire de vie des parents de Róża. Son père était né en Rozhdeniéwo, qui fait partie de la Russie à cette époque et il est mort en 1927. Il a donc à Herne, dans la région de la Ruhr, marié une Polonaise qui était également née dans la partie prusse et qui est décédée en 1919 à Herne. Donc le père de Róża Staskiewicz est en 1919, donc après la mort de sa femme, il s'est à nouveau installé en Pologne avec ses enfants. Et il a donc choisi la possibilité de prendre le passeport polonais et ses enfants aînés avaient décidé de rester en Allemagne et de garder leur passeport allemand. Donc lui, il s'est donc également rendu en France où après sa mort à Kreuzwald en 1927. Donc, il avait encore 2 enfants mineurs. Et donc, pour s'occuper de ces 2 enfants, Róża, qui était encore à Herne, s'est rendue à Kreuzwald. Donc, et là, donc, les 2 personnes que je vous ai présentées au début se sont rencontrées et ils ont marié. L'enfant est né en 1930, est né à Amsterdijk. Si vous connaissez Saarbrück, vous savez que Amsterdijk se trouve directement en face de la frontière franco-allemande. Et cette région s'appelait autrefois Petite Pologne. Petite Varsovie, comme on a dit à Saarbrück. Donc l'enfant est allé dans le jardin d'enfants polonais. Il était chez les scouts français et il est dans une école française, c'est-à-dire il a été élevé de manière bilingue. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, la famille a été évacuée vers Lens, au Nord-Pas-de-Calais, une région comparable à la région de la Ruhr. Mais déjà, après peu de temps, la famille est revenue donc en Lorraine, qui était maintenant occupée par les Allemands. Pourquoi ? Parce
que les conditions de travail dans le Nord-Pas-de-Calais étaient beaucoup plus dures que dans les milles Lorraine, parce que là, les lois allemandes de protection des travailleurs étaient encore en vigueur. Donc maintenant, l'école pour le petit Witold était allemand. Ceci n'était pas difficile pour lui parce que sa mère, qui avait grandi à Herne, était déjà bilingue. Vous voyez tout cela dans l'arbre généalogique. Là, j'ai également marqué les langues donc parlées par les différentes personnes. Witold après cela fait la chose suivante. Witold faisait partie du groupe qui s'appelle Fliegerjugendvolk, et il a donc avec succès fait sa permission de vol à voile en Sarre. Et il a survécu la fin de la guerre à Absterdick, et après 1945, il est à nouveau allé à l'école, mais maintenant c'était une école française. En 1947, la famille a été naturalisée et Witold Zayert a fait une formation professionnelle et est entré donc dans l'armée, où il a donc servi en Allemagne parce qu'il était trilingue. Il a travaillé comme interprète à Landau. Et en 1952, il a marié une Lorraine qui s'appelle Jeannette Mayer, née à Hayanche, qui était certainement francophone, peut-être également germanophone. Il a fait donc une carrière dans les mines, mais ce qui était très intéressant, cette personne était l'exemple typique du trilinguisme dans cette région frontalière, ou même de la triculturalité qu'il montre dans sa personnalité. Il était d'un côté donc de sa mère et du temps de l'occupation allemande, il était capable de parler l'allemand, mais à cause donc de l'école et de la formation professionnelle, il était capable de parler français, et donc dans la famille on avait parlé le polonais, et il était également actif dans des organisations culturelles polonaises, donc par exemple dans une chorale polonaise qui est aujourd'hui franco-polonais, qui existe encore, et il était également actif à l'église. Donc encore aujourd'hui, il y a une messe polonaise à Frémont-Merlebach et une fois par mois à Absterdick, et il était également très actif dans la société française, c'est-à-dire il était l'exemple classique de ce qu'on appelle l'intégration réussie. Et ce qui est également très intéressant, c'est que la triculturalité n'a pas été transférée à la prochaine génération. C'est triste, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. La triculturalité est quelque chose de très précieux. Le trilinguisme est quelque chose de merveilleux, mais il est difficile donc de le transférer aux générations futures. Donc ceci, en tant qu'exemple, comment le triangle donc de Weimar dans notre région, donc en Sarre-le-Lux, existait déjà depuis longtemps. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur Marty. Grâce à votre exemple concret, on peut voir comment la triculturalité, comme vous l'appelez, fonctionne. Et vous avez également dit, je l'ai tout de suite remarqué, que vous regrettez que cette triculturalité ou biculturalité ne soit pas souvent transmise à la génération prochaine. Et c'est le principe des langues, de la promotion des langues d'origine qui sert à cet objectif. C'est notamment ici en Allemagne où la conférence des ministres de la culture essaie donc de faire avancer les connaissances linguistiques du polonais, également à l'école, dans des familles où les parents parlent le polonais. Je pense que
c'est un exemple qu'il faudrait suivre. Mais c'est une discussion à part. Nous restons chez notre exemple, la coopération trinationale dans la région Sarre, Lorraine, Luxembourg. Nous ne regardons pas le Luxembourg aujourd'hui. Ce serait une thématique pour une autre manifestation. Monsieur le professeur Marty, je pense que vous, en tant que Suisse, vous portez la triculturalité donc en vous. Donc je peux vous demander, donc vous parlez le français, vous parlez également l'italien, plus d'autres langues. Oui, donc en ce qui concerne mon métier, donc je suis philologue donc de métier. Mais mes compatriotes sont de moins en moins capables de parler les autres langues du pays et préfèrent parler l'anglais, ce que je regrette fortement parce que je l'ai toujours trouvé très bien donc de vivre dans une région où il y a plusieurs langues. Donc comme Goethe l'a dit, donc avec chaque langue, on peut gagner une nouvelle individualité. Donc, merci beaucoup pour cette remarque complémentaire. Donc, je vous ai posé cette question par curiosité. Et je pense que c'est vraiment un modèle qu'on peut suivre parce que dans le domaine germano-polonais, donc nous avons une biculturalité, donc un bilinguisme, et nous remarquons qu'il est vraiment très avantageux si les enfants apprennent déjà en bas âge les langues du voisin. Nous allons maintenant commencer avec notre troisième partie, avec la présentation de Madame la docteure Wagner-Delus, qui nous fera penser à une chose, parce que lors du séjour de l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais. Donc, c'était ce ministre qui était parmi les pères fondateurs du triangle de Weimar. Et ceci n'est pas le seul lien, mais Madame Telus va maintenant nous raconter plus de détails par rapport à ce séjour à l'université de la Sarre. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné de la parole. Permettez-moi une petite rectification. 1976, ça c'est l'année dont laquelle la petite histoire que je vais vous raconter a commencé, parce que le ministre de la Culture, de l'Éducation et des Sports du Lontesar de cette époque a eu l'idée de créer d'inviter donc un juriste polonais à l'université de la Sarre. Il a contacté le président de l'université donc dans lequel il trouve un très bon écho, parce que la faculté juridique est en train de chercher un candidat approprié. On avait d'abord pensé à un jeune juriste, mais on s'est donc mis d'accord d'inviter monsieur le docteur Krzysztof Skubiszewski de l'université de Poznań. Ceci a eu lieu. Et en mai 1978, monsieur le professeur Skubiszewski donc a fait des recherches à l'université de la Sarre. Il a participé à un colloque, il a participé aux entretiens et aux discussions. Mais il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque du communisme, il
très rare donc, de faire un tel séjour donc, de recherche parce que tout était soumis à une surveillance de la part de l'État. Mais en ce qui concerne le cas du Landesar, il était possible d'inviter un chercheur de renommée à l'université en dehors de cette surveillance étatique. Et monsieur le professeur Tchoupchevski a écrit le 5 juin 1978. Donc, il a écrit la lettre suivante à son hôte. Donc, la lettre a été écrite en allemand. Donc, je cite. Donc, Tchoupchevski, après son séjour en Sarre. Bien sûr, donc on ne va pas mettre en question l'importance d'une coopération scientifique qui reste donc dirigée de manière centrale. Par exemple, la convention entre l'Académie polonaise des sciences et le DAAD, selon laquelle les candidats doivent contacter l'académie pour pouvoir faire un séjour de recherche. Mais il est également particulièrement important qu'une telle procédure puisse être compensée par d'autres initiatives. Fin de la citation. On voit donc la manière très prudente de formuler les phrases et on remarque la conscience du fait que tout est géré, tout est contrôlé par l'État. Et on voit vraiment comment il fait attention en formulant sa lettre. Skubiszewski est devenu le premier ministre des Affaires étrangères polonais de 1989 à 1993 et c'est dans cette qualité qu'il était un des pères fondateurs du triangle de Weimar. Il a signé le traité fameux en 1990 et un an plus tard le traité germano-polonais. Nous avons trouvé donc cette histoire par hasard dans le cadre de recherches que nous avons menées. C'était des recherches concernant le 30e anniversaire de la coopération entre l'Université de la Sarre et l'Université de Varsovie. L'université de la Sarre a donc cette coopération de longue date avec l'université de Varsovie et on a donc dans le cadre de ces recherches trouvé cette lettre qui montre qu'il y a encore beaucoup d'histoires oubliées dans notre région qui sont vraiment très précieux et qui devraient être racontées. Parce que si nous parlons de l'identité européenne, de la cohésion européenne, il faut savoir que cela ne résulte pas du marché unique, mais que cette cohabitation européenne se crée si nous remarquons, si nous sommes conscients du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui ont donc lutté pour cela. Et Wisniewski faisait certainement partie de ces hommes. Il était, comme Adam Chemiński, un éditeur polonais très connu, a dit, quelqu'un qui a garanti donc la fiabilité de la Pologne et qui donc
a très bien donc conduit donc entre guillemets donc le navire polonais donc entre guillemets. Donc ça c'est l'anecdote concernant ce séjour de recherche à l'université de La Sarre. Oui, merci beaucoup, Madame Telos. C'est une anecdote, une histoire qui présente de manière particulière le triangle de Weimar. Et c'est notamment en ce qui concerne la dernière phrase que Kubichevski voulait, donc entre guillemets, diriger le navire polonais vers l'ouest grâce aux expériences qu'il a faites dans sa vie scientifique. Ceci était une remarque très importante. On voit donc que l'échange sur différents niveaux est l'aspect le plus important d'une cohabitation, d'une coopération réussie, surtout dans le cadre européen. Et si nous suivons maintenant notre modèle de pyramide, en partant du niveau national, en passant par le niveau des lenders, et nous regardons maintenant le niveau régional, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons certainement trouver encore plus d'exemples qui montrent comment l'échange direct entre les gens peut contribuer à la création de confiance et la solidarité européenne. J'ai maintenant l'honneur de saluer Monsieur le Landrat du Saarpfalzkreis, Théophile Gallo, qui va nous parler de la coopération donc sur le plan des Landkreise. Monsieur le docteur Gallo est en même temps président de la Société germano-polonaise du Long de Sarre. Donc il est très actif et il a, je me permets la remarque, publié un article dans notre journal qui s'appelle Polonus. Et j'ai maintenant l'honneur de le saluer et de lui donner la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, au début, je ne peux que ajouter, j'ai également publié un article dans le journal Europa Communal. Et dans cet article, je décris donc la responsabilité communale en Europe et ceci surtout du point de vue des partenariats que le Saarpfalzkreis a donc pour mettre en œuvre la coopération au sein du triangle de Weimar. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait un voyage de 5 jours en Pologne, dans la région de Podkarpace, donc la région partenaire de la Sarre. Et là, nous avons donc au-delà donc du jumelage, donc du partenariat avec le Landkreis de Przemyśl, donc signé de nouvelles conventions de partenariat en nous basant sur la coopération des biosphères. Donc c'est un Landkreis dans le sud de la Pologne, une autre région qui se trouve à la frontière avec l'Ukraine. Et nous nous sommes également rendus dans un musée dans la circonscription de Pochnianski, donc à Podkarpace. Et là, nous allons lancer une coopération binationale des musées des mines. Nous avons déjà reçu l'approbation et nous sommes en contact avec le musée de la mine à Bexbach par rapport à ce partenariat. Et nous allons également entrer en contact avec le musée le Carreau Vandel en France. En ce qui concerne les biosphères, nous avons des points communs donc, avec les régions de biosphère en France et nous avons déjà le projet que nous appelons Sponshaus. Donc c'est un projet dans les cadres duquel des élèves françaises peuvent participer à l'échange. Et donc souvent, le problème c'est le financement de tels projets, mais ça c'est une autre thématique.
mais dans le cadre du Sprungshaus, il y a cette possibilité d'échange entre les jeunes de l'Allemagne et de la France, de la Pologne et de l'Ukraine. Et le sujet des partenariats sera traité par moi personnellement parce qu'il me tient particulièrement à cœur d'intensifier donc cette coopération. Nous avons dit nous devons faire se rapprocher des sociétés, mais en ce qui concerne le financement, nous devons ensemble donc élaborer des projets parce que le maintien, le soutien des partenariats ne doit pas échouer à cause d'un manque de ressources. Et la thématique qu'on peut donc bien sûr donc essayer donc de trouver des fonds donc dans le cadre de programme est relativement compliqué, mais nous avons différentes possibilités d'influencer la situation. Ce que j'ai remarqué, c'est que la thématique de la coopération touristique est également un champ thématique très intéressant. Là, nous allons de plus en plus offrir notre matériel d'information dans 4 langues, donc allemand, français, anglais et polonais, afin de faire en sorte que la thématique du tourisme plus la thématique de la biosphère soit encore mieux présentée. Ce que j'ai remarqué, c'est l'enthousiasme des Polonais pour une intensification de la coopération avec nous. Et ça, c'est une grande possibilité pour nous. Je dis souvent, plus la situation politique générale est compliquée. On a, par exemple, mentionné il y a quelques minutes que la coopération des élites politiques est difficile. Donc plus cela est le cas, plus nous devons essayer de nous approcher, d'adresser des gens afin de faire en sorte que une compréhension conjointe de ce cœur donc européen autour de l'Allemagne et la France et la Pologne puisse être créée, parce que nous avons des enjeux non seulement dans le domaine économique, mais il s'agit également d'une stratégie globale au sein de l'OTAN ainsi que de la thématique de la protection civile. Cette ouverture dont nos amis polonais ont fait preuve envers nous, donc c'est quelque chose que nous pouvons leur redonner, parce que j'ai déjà fait l'expérience que nous pouvons réduire les prétextes, les réserves, si les gens se rendent vraiment en Pologne. C'est une expérience que j'ai faite. Et c'est pourquoi j'aimerais intensifier donc nos travaux dans le cadre de cela, parce que je souhaite faire en sorte que les 3 idées de base, donc premièrement le triangle de Weimar, deuxièmement le partenariat avec Podkapace et troisièmement l'idée européenne soient vraiment mises en réalité. Et nous pouvons faire cela en réalisant donc des symétries sur le plan régional. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une réunion donc, de responsables politiques en Pologne où j'ai représenté mes collègues allemands et j'ai dit que la thématique des partenariats est une affaire donc, d'importance nationale, c'est-à-dire nous avons besoin de plus de soutien du niveau fédéral en Allemagne, mais également du niveau national en Pologne et en France pour faire en sorte que les idées n'échouent pas à cause de manque de financement. Donc c'est une thématique d'importance nationale et ça ne peut pas être une question donc d'administration communale. Et
vraiment pour bien coopérer, nous avons besoin de rencontres, non seulement des rencontres des élèves, des jeunes, mais également des rencontres d'adultes sous forme de voyages éducatifs ou de projets conjoints, comme par exemple des expositions ou des publications conjointes. Il y a une grande diversité de possibilités que nous allons analyser dans les semaines à venir avec nos amis polonais afin de faire avancer les choses, par exemple en présentant les thématiques dont le comité germano-polonais. Donc ceci pour donner une vue globale. Donc mon prédécesseur au sein de la société germano-polonaise souhaite certainement ajouter d'autres aspects, mais je suis sûre que nous avons trouvé un bon élan pour pouvoir continuer nos travaux. Merci beaucoup, monsieur le docteur Théophile Gallo. Vous avez présenté une grande diversité de thématiques. J'ai noté quelques-unes. On aura peut-être à la fin de la manifestation la possibilité de les discuter. Vous avez dit que la thématique est une thématique d'importance nationale et que nous avons besoin d'un soutien du niveau fédéral et des Länder. Et là, vous avez certainement raison. Notre dernier participant aujourd'hui est monsieur Vac, donc le prédécesseur de monsieur Théophile Gallo, qui a également longtemps travaillé dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Dans quelle fonction? Je pense que vous n'avez pas allumé le micro. Ah, en tant que l'entrade, également. Oui, également, et en tant que président de la société germano-polonaise de la Mecklembourg-Poméranie occidentale. Ah, parfait. Donc, vous avez également beaucoup donc, d'expérience. Donc, qu'est-ce que nous pouvons recommander? Qu'est-ce qu'il faut faire afin de donner un nouvel élan à la coopération binationale? Oui, ma contribution sera une contribution personnelle. Permettez-moi de faire cette remarque personnelle. Si je dis que quand je regarde ce qui s'est passé dans ma vie, je peux dire que j'étais toujours donc dans ce dans ce triangle. Donc, je suis née à la frontière franco-allemande, donc dans la commune de Niedergalbach en Allemagne et la commune donc voisine, donc du côté français. Avec 31 ans, je suis devenue maire de la commune frontalière de Gersheim, de laquelle Niedergalbach fait partie. Pendant ma vie, j'ai accompagné donc beaucoup de personnes et beaucoup de personnes m'ont accompagné sur ce chemin européen. Donc, par exemple, l'ancien maire de Rheinheim, Konrad Schön, était le premier député du Parlement européen élu en 1979 et j'avais également une rencontre avec une personnalité fascinante, donc Otto Darbsbourg, donc l'ancien président de l'Europa Union de l'époque. Donc, à cause de cela, j'étais pendant des années président de l'Europa Union Ansar et c'est grâce à ces expériences que j'ai faites que il en résultait pour moi des besoins d'action. On a déjà plusieurs fois dit qu'il est nécessaire d'avoir des rencontres avec le voisin afin de connaître le voisin, afin de savoir comment les gens vivent donc de l'autre côté de la frontière.
Donc, il y avait beaucoup de contacts pendant mon travail de 18 ans de mère, donc avec les mères français. Et j'ai également participé à l'association Comregio. Je faisais même partie donc du directoire. Un exemple de ce qui s'est développé en partant de toutes ces impressions est le parc archéologique à Bliesbrück, Rheinheim, dont j'ai eu l'honneur de rencontrer donc l'initiateur. J'ai participé à la création d'une fondation de laquelle le Saarpfalzkreis ainsi que la brasserie Karlsberg-Turmbourg faisaient partie. Et j'ai lu dans le journal FAZ donc un article concernant un projet d'un écrivain alsacien qui s'appelle André Weckmann. Et André Weckmann était donc à l'époque un des écrivains les plus connus de l'Alsace. Et il a développé l'idée d'une zone bilingue de 100 km à gauche et à droite de la frontière franco-allemande. Et c'était une idée fascinante pour moi. J'ai invité André Weckmann à Gersheim et c'était dans le cadre de ces entretiens qui ont eu lieu, de ces échanges qui ont eu lieu et à la base d'une commission que j'ai créée et dont l'objectif était de faire avancer la langue française du côté allemand et d'introduire des cours de français dans les jardins d'école. Parce qu'il y avait une autre commune en Sarre qui avait un projet comparable et en discutant avec le ministère de la Culture, j'étais capable de faire en sorte que à Bliesdalheim, on a également introduit des cours de français à l'école élémentaire. Donc ceci est une partie donc, de ces travaux dans le cadre du triangle de Weimar. En 1989, nous avons vécu donc la chute du mur et un an après, donc je me suis rendue dans l'est d'Allemagne pour y travailler. Et les expériences que j'étais capable donc de faire dans la région frontière franco-allemande a fortement influencé mon travail dans cette région. Déjà, après quelques mois, j'ai introduit des cours de polonais dans une école maternelle dans ma région. Et à cette époque, j'avais également le souhait de prendre une décision concernant un partenariat donc tripartite donc entre le Landkreis Uckermünde, le Landkreis Police du côté polonais ainsi que un autre Landkreis que je devais encore trouver. Ceci n'a pas été couronné de succès du côté français. Je suis allée dans un département en Alsace où on m'a dit qu'on trouvait le projet très intéressant, mais que la distance donc entre cette commune et Uckermünde était trop grande. Donc c'était par hasard que
qu'il se passait la chose suivante. Le président de l'époque du département Moselle, M. Leroy, avait exprimé le souhait d'avoir un partenariat avec une ambassade du côté polonais et de combiner cela avec le land de Mecklembourg-Poméranie orientale. Il y avait des discussions, des entretiens sur place, là également un très grand intérêt par rapport à ce projet, mais le côté polonais, les partenaires polonais avaient beaucoup de travail pour préparer l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, et c'est pourquoi ils devaient donc pour un manque de temps et de personnel donc quitter ce projet et n'étaient pas capables donc de continuer à le poursuivre. Donc ceci par rapport à ce que je peux dire concernant mon travail dans une région frontalière franco-allemande ainsi que germano-polonaise. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, cher monsieur Vac. C'était vraiment une présentation très intéressante, un très bon exemple pour montrer comment quelqu'un qui a fait des expériences dans la région frontalière franco-allemande a pu transposer ces expériences dans la relation frontalière germano-polonaise. Et vous avez également accompagné le projet de l'université de Greifswald avec l'université de Stettin, dans le cadre duquel donc, on traite l'utilisation de la langue allemande en Pologne et vice-versa. Nous avons également discuté cette question dans le long de Saxe et lors du colloque que vous avez mentionné. Et ceci a montré que nous devons encore trouver des possibilités afin de transposer donc les meilleures idées. Et je pense que le triangle de Weimar peut servir pour cela, donc pour la transmission de bonnes expériences. Et je pense que c'est une responsabilité que nous devons assumer. Et je pense que monsieur le docteur Gallo a dit qu'il faut également trouver des moyens de financement pour cela. Nous avons dépassé donc, le temps prévu pour cette manifestation, mais je pense qu'il était très intéressant parce que nous avons vu beaucoup d'exemples de coopération. Nous avons appris donc beaucoup d'informations concernant la coopération dans le cadre du triangle de Weimar. Nous souhaitons maintenant donc faire un résumé des points les plus importants et je me permets de commencer donc en disant ce qui était important pour moi concernant cette manifestation. Je pense que l'aspect de la subsidiarité, c'est-à-dire de la responsabilité sur le plan local, régional et le plan national est très important si on veut non seulement préserver le triangle de Weimar, mais lui donner un nouvel élan. Donc, en ce qui concerne les effets du triangle de Weimar, je répète ce que M. Gallo a dit, il faut régler la question du financement des partenariats. Un autre aspect très important, à mon avis, est l'engagement des citoyens. Notre centre de compétences du polonais a activement traité la question de la langue d'origine et la question de savoir comment des habitants d'origine polonaise peuvent mieux transmettre leurs connaissances linguistiques à leurs enfants. Et là, je pense que des partenariats entre des associations ou entre des églises, par exemple, peuvent très bien contribuer à cela.
Et dans l'ambassade de Varsovie, nous avons des interlocuteurs qui sont en contact avec nous et qui essaient de faire avancer à nous la coopération sur le plan de la société civile. Nous sommes en train de créer donc un fichier dans lequel des jumelages de villes donc peuvent se présenter. Et nous voulons créer des tandems entre des partenaires allemands et polonais donc, qui souhaitent apprendre la langue du voisin. Et ceci pourrait même être organisé de manière trinationale. Je vais maintenant donner la parole à monsieur le professeur Marty et madame Tellus ainsi que les deux responsables politiques, donc en posant la question de savoir donc dans quelle direction nous devrions œuvrer. Donc nous, donc c'est l'association Cocopol. Donc qu'est-ce que vous pouvez recommander? Donc quelles seraient vos recommandations? Donc merci de nous les présenter. Monsieur le docteur Marty, vous souhaitez peut-être commencer? Oui, je voulais juste mentionner un point que j'ai remarqué quand j'ai préparé la manifestation. Donc, en ce qui concerne le point de vue géographique, ce n'est pas un triangle, mais c'est plutôt une ligne que forment l'Allemagne, la France et la Pologne. Parce que ce n'est que l'Allemagne qui a une frontière avec la Pologne et la France. La France et la Pologne n'ont pas de frontière conjointe. Et c'est à cause de cela que la partie allemande devrait, au sein de ce triangle, comme on l'appelle, être particulièrement actif. L'Allemagne doit s'occuper des relations bilatérales et essayer de les lier les uns avec les autres afin de créer de vraies liaisons sous forme de triangle. Et mais on a remarqué dans plusieurs contributions que l'intérêt par rapport à ce triangle est le plus fort du côté allemand. Et en ce qui concerne le côté français, donc là, l'intérêt, donc notamment du niveau politique, est le moins fort et la Pologne se trouve quelque part au milieu. Et ceci résulte de la position donc, géographique que je viens de décrire et il faudrait toujours tenir compte de cela si on agit dans le cadre de ce triangle. Donc merci beaucoup pour cette remarque. L'Allemagne doit donc être le moteur de ce partenariat. Donc Magdalena, est-ce que tu souhaites continuer? Oui. En ce qui concerne ce que monsieur le professeur Marty a dit, donc concernant cette ligne, j'aimerais dire que ce sont surtout les Polonais donc, qui se déplacent donc, entre guillemets sur cette ligne dans cet espace, dans cette partie de l'Europe. Et j'aimerais remercier donc à une chose qui n'a pas été mentionnée aujourd'hui. En 1831, donc après l'insurrection de novembre, les insurgés polonais sont allés à Paris en passant par Dresde et Leipzig en 1842. Ce mouvement a joué un rôle, donc ce mouvement des insurgés a joué un rôle dans le cadre de la fête de Hombach et nous avons ici une trace donc très forte vers donc la fête de Hombach donc en Sarre. Monsieur le docteur Gallo va peut-être encore parler de cette fondation de cette fondation par rapport à cette trace germano-franco-polonaise en Sarre et de son importance.
Et donc, à la fin, j'aimerais souligner l'idée que ce qu'ont fait les gens et ce qu'ils font encore aujourd'hui pour que nous restons en contact, pour que nous restions dans un échange, euh, ça, ça nous renvoie vers la thématique des langues. Et là, je reviens sur ce que tu as dit concernant les tandems, non les tandems, mais euh, les échanges linguistiques, les cours d'échanges linguistiques trinationaux. Je pense que ça, c'est une idée que nous devons intégrer dans notre programme de Pocopole. Donc, merci pour cette remarque très intéressante concernant la fête en bar ainsi que les cours de langue trinationaux. C'est certainement quelque chose que nous pouvons donc mettre en œuvre avec notre organisation partenaire. Donc, pour donc vraiment offrir des cours de langue. Monsieur le professeur Marty l'a déjà dit, donc il faut faire en sorte que les langues nationales, les langues mères, donc soient préservées. Je vais maintenant donner la parole à monsieur le docteur Théophile Gallo. Oui, merci beaucoup. Je remercie chaleureusement Monsieur le professeur Marty donc d'avoir mentionné ce point. Je pense que l'Allemagne a non seulement à cause de sa position géographique centrale, mais également à cause de son histoire, la responsabilité de lier les différents aspects, donc de réaliser la ligne donc de Weimar. Et en ce qui concerne ce que Madame Tellus vient de mentionner, donc la fête en bar à l'époque de la Révolution française, donc l'idée donc de créer des structures libérales. Et à l'époque de la fête en bar, la France était donc une zone dans laquelle on s'est retiré, mais les gens qui venaient de la Pologne ont également traversé donc notre région et on a parlé d'un enthousiasme donc polonais et c'est ce que nous devons créer à nouveau, cet enthousiasme, parce que je pense que les citoyens de la Pologne ont de l'enthousiasme pour l'Union européenne et nous devons créer en Allemagne et en France l'enthousiasme pour la Pologne. Ça, c'est notre responsabilité. Et deuxièmement, nous sommes très proches de la France. Mais donc la distance entre entre la France et la Pologne ne doit pas être une raison pour ne rien faire. Nous devons agir ensemble et nous avons besoin d'un soutien du niveau fédéral ainsi que régional. Et grâce à ce soutien, nous allons pouvoir réaliser de très bonnes choses. Merci beaucoup, Monsieur le Docteur Gallo. Nous avons vu que vous avez vraiment de l'enthousiasme pour la Pologne et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Donc des responsables politiques qui sont très actifs donc en faveur de l'amitié donc germano-franco-polonaise. Et Monsieur Vac, qu'est-ce que vous souhaitez dire donc à la fin de cette manifestation? Oui, j'aimerais dire que ce que certains ont déjà dit pendant la manifestation, le niveau communal et le niveau donc, des citoyens donc, jouent un rôle particulier. Et je pense que ceci sera la base pour relever les défis de certains problèmes au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup pour cette
remarque très courte mais très précieuse et qui sert de synthèse pour tout ce qui a été dit aujourd'hui. Parce que donc je ne vais pas essayer donc de faire un résumé de 2 phrases de tout ce qui a été dit, mais je pense qu'on peut dire que nous avons remarqué que sur le plan local et même sur le plan donc interhumain, nous devons encore mieux communiquer, mieux rentrer en contact les uns avec les autres. Et c'est quelque chose que nous devons promouvoir. Donc la pandémie que nous avons tous vécue donc, a fait en sorte que même les personnes âgées savent maintenant comment on peut utiliser les moyens techniques donc, pour non seulement non pas remplacer donc des rencontres personnelles, mais pour quand même s'échanger. Nous devons intensifier nos efforts et nous devons mieux donc intégrer le niveau fédéral et les autres responsables. Je pense que nous suivons la bonne direction. Il reste encore beaucoup de choses donc à clarifier, donc à discuter. Nous pouvons le faire après la manifestation par mail pour ne pas rester avec un état des lieux, mais pour vraiment en déduire des recommandations d'action. Je remercie chaleureusement donc nos hôtes, Monsieur Thévez, Madame Treder, tous les participants, donc ceux qui ont participé en direct et ceux qui ont contribué donc à des présentations vidéo. Et je vous dis à toutes et à tous donc au revoir en vous remerciant à nouveau.